Bienvenue à cette conférence du samedi après-midi sur la logistique, dont l'intitulé est « Logistique, l'appui matériel au service des hommes ». Se trouve avec moi sur la scène, de droite à gauche, Monsieur Philippe Bourrier, qui est directeur adjoint de l'EPRUS, c'est ça, l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires. Monsieur Éric Zipper, j'ai failli vous appeler Philippe, Éric Zipper, qui intervient avec une double casquette. Il intervient au titre de président du CMS, le Corps mondial de secours, qui est une association internationale de sauvetage et de recherche en milieu urbain. Et puis également avec sa casquette de membre du Spéléo Secours français. Vous verrez pourquoi. Et puis enfin, à l'extrême droite de cette salle, gauche pour vous, Christian Gauthier, qui est responsable logistique de PUI, pompiers de l'urgence internationale. Je vais passer la parole aux différents intervenants avec une question assez simple, qui est: quel est le rôle de la logistique dans vos différentes agences, organisations, associations? Donc quel est le rôle de la logistique? Est-ce que c'est un rôle tout à fait central, sans lequel vous ne pourriez travailler? Est-ce que c'est un rôle uniquement d'appui, puisque cette conférence s'appelle appui matériel? Est-ce qu'on peut parler uniquement d'appui, ou est-ce qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus central, sans lequel vous ne pourriez travailler? Et puis je vous demanderai également, parce que tout le monde ne connaît pas vos organisations respectives, peut-être de les décrire rapidement en quelques mots. Pour le coup, on a le temps, on ne finira pas à 17h30, on finira largement avant. Donc on va prendre le temps aussi justement de rentrer dans les différents sujets. Monsieur Bourrier, vous êtes le plus proche de moi, je vous laisse la parole. Il n'y a pas besoin, d'accord. Donc l'EPRUS, comme vous l'avez dit, c'est un établissement public, hein, c'est l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires. Donc c'est un point important, je le dis un peu de façon trivialement, l'EPRUS n'est pas une ONG. C'est une OG en fait, c'est une organisation gouvernementale, donc c'est une organisation publique. Le point essentiel, c'est qu'on ne peut pas intervenir de notre propre initiative. C'est-à-dire quand on va quelque part, quand on nous envoie sur le territoire national ou à l'étranger, on nous envoie parce qu'un ministère, le ministère de la Santé, le ministère des Affaires étrangères, éventuellement d'autres, nous demandent d'intervenir. Donc c'est bien un établissement public. L'EPRUS, c'est une structure assez récente, hein, puisque ça a été créé en 2007. Et l'EPRUS, son baptême du feu, ça a été la pandémie de 2009, essentiellement sur les aspects pharmaceutiques, mais je vais vous en dire un mot. Et puis, toujours pour parler un peu actualité, ça a été créé en 2007 et ça disparaît cette année, entre guillemets, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a une loi de santé qui a été votée en décembre et promulguée il y a quelques jours. Dans cette loi de santé, va s'accompagner d'une ordonnance, d'un décret en Conseil d'État. Et donc, il y a une nouvelle agence de sécurité sanitaire qui est créée, qui va s'appeler l'Agence nationale de santé publique, avec un nom de marque qui sera Santé publique France. Et cette nouvelle agence nationale fusionne 3 agences: l'Institut de veille sanitaire, que vous connaissez sans doute, l'INPES, qui est l'Institut national de promotion et d'éducation de la santé, vous savez, c'est manger, bouger, tabac, infoservice, etc., et l'EPRUS. Donc on va fusionner dans une nouvelle agence, une grande agence qui va s'appeler Agence nationale de santé publique. Par contre, les métiers de l'EPRUS vont perdurer dans cette agence. Cette agence aura une direction qui va s'appeler une alerte et crise, dont je suis le préfigurateur. Et cette direction va garder les 2 métiers de l'EPRUS que je vais un peu développer et associer le métier d'alerte de l'Institut de veille sanitaire et certains aspects de communication de crise qui sont actuellement à la fameuse agence INPES dont je vous ai parlé. Donc en fait, il y a une rationalisation un peu des agences avec une concentration d'un certain nombre de moyens. Alors pour parler de l'EPRUS et le sujet logistique, mais vous allez voir que c'est un sujet assez vaste, en fait, même dans le cadre de cette fusion. L'EPRUS, en fait, a 2 grands métiers. C'est un établissement pharmaceutique. Donc quand je dis un établissement pharmaceutique, il faut savoir que c'est pas une pharmacie d'officine et c'est pas non plus une PUI d'un hôpital, hein. C'est une structure pharmaceutique qui peut acquérir, importer, exporter, stocker, distribuer en France et dans le monde, et qui peut même, d'après la loi, fabriquer. Alors ça, c'est jamais arrivé
Et peut-être que ça n'arrivera jamais, mais il y a par exemple la possibilité que cet établissement, à la demande de l'État, se mette à fabriquer ou en tout cas à sous-traiter des fabrications. Donc c'est un outil de préparation et de réponse aux crises, notamment sanitaires bien sûr, très important. Donc voilà pour le métier pharmaceutique. Ce métier pharmaceutique, pour reprendre votre introduction, la logistique, elle est tout à fait fondamentale. C'est-à-dire que c'est un établissement qui a en fait, j'allais dire, 3 niveaux un peu d'intervention. La première chose, qui n'est pas les Prus, mais vous allez voir que les Prus intervient dedans. Le premier niveau, ce sont bien sûr les établissements de santé qui sont propriétaires de ce qu'on appelle des postes sanitaires mobiles. Donc vous savez qu'il y a des postes sanitaires mobiles de premier niveau. Il y en a un par SAMU, donc il y en a 108 en France. Ça permet de traiter 25 victimes. Il y a 22 postes sanitaires mobiles de deuxième niveau qui permettent de traiter 500 victimes. Donc il y en a 22 sur le territoire. Et puis on a un poste sanitaire mobile de troisième génération qui est une plateforme qui est à Créteil, qu'on est en train de restructurer. Donc je ne vais pas en dire plus. Mais donc premier niveau, les établissements de santé. Donc les établissements de santé sont propriétaires de ces équipements. Les Prus intervient comment? On intervient par des référentiels. C'est-à-dire que bien sûr, chaque hôpital peut acheter ce qu'il veut, mais il y a des référentiels communs pour la composition de ces postes sanitaires mobiles. Et par exemple, vu le contexte que vous connaissez depuis le début de l'année, et notamment après les attentats du 13 novembre, on est en train de revoir la composition de ces postes sanitaires mobiles. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'équipements qu'il n'y avait pas, qu'il va y avoir. On revoit la dotation d'un certain nombre d'antidotes, NRBC, pour ceux qui s'intéressent au sujet. On est en train de revoir, on est en train de réfléchir à la constitution d'un lot spécialisé pédiatrique, parce que c'est un sujet particulier et qu'il n'est pas sûr qu'on ait dans les équipements actuels la possibilité de faire face à des situations pédiatriques de grande ampleur. Donc voilà, pour vous dire, premier niveau établissement de santé, les Prus interviennent en référentiel. Il intervient dans un deuxième volet à ce premier niveau. C'est un système d'information qu'on est en train de déployer. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année 2016, on aura une photographie de la constitution de tous ces postes sanitaires mobiles au niveau central. On saura exactement les péremptions, les équipements, les modèles, etc. Donc ça, c'est le sujet 2016. Et on intervient d'une troisième façon. On va intervenir encore plus. C'est que la loi site santé, donc vous voyez que c'est l'actualité, va nous permettre d'être une centrale d'achat. Ça veut dire qu'actuellement, on ne l'est pas. Donc c'est un peu compliqué quand les Prus acquièrent quelque chose, quand ils veulent rétrocéder à un établissement de santé, un SDIS, c'est très compliqué. On sera centrale d'achat, ça veut dire que c'est une possibilité qu'on a. On ne l'activera pas tout le temps, mais dans certaines situations exceptionnelles, on pourra activer cette centrale d'achat pour acheter au niveau national des équipements et les rétrocéder facilement, notamment aux établissements de santé. Donc ça, c'est j'allais dire, la première réponse d'intervention de l'EPRUS en soutien des établissements de santé. Le deuxième niveau, c'est qu'on a 7 plateformes de stockage dans chaque zone de défense sur le territoire national. Donc on a 7 plateformes zonales qui, elles, détiennent à peu près 30% du stock stratégique sanitaire de l'État. Dans ce stock, il y a des médicaments, des vaccins, des matériels, des équipements de protection, des éléments d'unité de décontamination, des choses comme ça. Donc on a 7 plateformes zonales. L'idée de ces plateformes, c'est qu'elles doivent être capables de livrer, en tout cas de renouveler les équipements en 9 à 12 heures sur leur zone qui auraient été consommés par ces postes sanitaires, par les établissements de santé. Et puis maintenant, depuis cette année, on a une plateforme nationale unique qui concentre 70% du stock, qui est une plateforme de 35 000 m², donc une grosse plateforme logistique, sur lequel on est en train de concentrer un certain nombre aussi d'équipements. Et donc on a tiré un certain nombre de leçons, y compris des épisodes récents type Ebola, et y compris, comme je vous l'ai dit, sur la composition des postes sanitaires mobiles. Donc c'est pour vous dire que sur un des 2 métiers de l'EPRUS, la logistique, on a des logisticiens, on a une équipe, on a des ingénieurs logistiques. C'est de la logistique très compliquée, mais qui est très centrée sur le médicament ou sur les produits de santé ou sur des matériels qu'on utilise dans le secteur de la santé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas de moyens propres. C'est-à-dire que l'EPRUS a très peu, on va dire pas
de véhicules, de vecteurs aériens. Donc en fait, on utilise beaucoup des systèmes de contrats avec des sous-traitants, première organisation. Par exemple, vous avez tous entendu parler des comprimés d'iode en cas d'accident nucléaire. Au-delà des 10 km, c'est les Prusses qui livrent les plateformes qui doivent livrer des grossistes répartiteurs et des points de charge dans les départements selon les plans arrêtés par les préfets. Tout ça repose sur des contrats avec des logisticiens privés. La deuxième activité, les deuxièmes partenaires, c'est les autres ministères. Ça veut dire que très souvent, on intervient avec le ministère de la Défense ou avec la sécurité civile. Et donc, en fait, on utilise d'autres moyens logistiques que les nôtres, mais on a très peu de moyens logistiques propres. Mais voilà pour le métier, j'allais dire, pharmaceutique. J'étais un petit peu long, mais c'est pour vous dire que c'est un métier qui n'est pas connu et qui est tout à fait vital. Quand vous avez vu à l'automne 2014, quand il y a eu l'épidémie d'Ebola, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les équipements de protection individuelle. Il n'y en avait pas en France, mais il n'y en avait pas en Europe. Tout était concentré en fabricant aux États-Unis. Les Prusses, en quelques semaines, a réussi à constituer rapidement un stock, plutôt plus vite que d'autres pays européens, pour pouvoir à la fois intervenir en Guinée, mais éventuellement répondre à une situation sur le territoire national. Alors, le deuxième métier de les Prusses, qui est plus connu parce qu'il est plus visible, mais qui est un métier où la logistique est plus, comment dirais-je, plus marginale, mais prend de l'importance, c'est les réservistes sanitaires. Vous savez que donc on a un deuxième métier qui est un métier de ressources humaines. Et en fait, on injecte des ressources, donc des réservistes, quand il y a des situations sanitaires exceptionnelles ou des crises. On est très engagé en ce moment même. Cet après-midi, il y a une équipe qui part de Roissy pour les Antilles, vous savez, sur l'histoire du Zika, du virus Zika. On est engagé dans les camps de migrants dans le nord de la France sur des campagnes de vaccination. On est engagé. Donc, c'est pour vous dire qu'on a ce métier de soutien aux ressources humaines. Et là, c'est essentiellement un métier logistique. Tout à l'heure, j'en parlais avec un des participants. Au départ, ce n'était pas quelque chose qui était dans le spectre, parce que l'idée, c'était que les Prusses intervenaient très souvent dans des établissements de santé, en fait, ou dans des structures de soins existantes. Et donc, finalement, la logistique d'intervention était réduite. En fait, d'une part, on intervient de plus en plus en dehors du contexte des établissements de santé. Et d'autre part, de toute façon, on s'est rendu compte qu'un logisticien était la personne indispensable dans la première équipe qu'on envoyait quasiment quel que soit le sujet. Et j'ai l'habitude de dire qu'un des tout petits succès de l'année 2015, ça a été de convaincre notre ministère que dans l'arrêté de mobilisation des réservistes, il fallait toujours prévoir un logisticien. Parce que, comment dirais-je, à l'usage, c'était quand même quelque chose qui était tout à fait important, notamment si on ne veut pas faire porter sur les gens qui vous appellent ou qui vous appellent à l'aide ou que vous allez renforcer, si vous n'allez pas, c'est pas très bien de rajouter une charge en arrivant, ce qui arrive quand même très souvent. Et donc d'essayer d'être un maximum autonome sur le plan logistique quand on intervient nous paraît être un principe de base important. Donc voilà. Alors, de la même façon, autant on a un petit groupe maintenant de logisticiens côté réserve sanitaire. Actuellement, il y a 2500 réservistes qui peuvent partir très vite, avec un dossier à jour, etc. Il y a 50 logisticiens à peu près. Il y a un petit groupe d'une cinquantaine de logisticiens. Et maintenant, on fait des formations ad hoc pour les besoins de les Prusses. Donc, on forme les réservistes logisticiens pour la réserve sanitaire. Voilà, j'ai été un peu long, mais c'est pour vous brosser un peu ce qu'est les Prusses aujourd'hui. Merci Monsieur Bourrier, un petit peu long, mais surtout assez, alors j'allais dire assez dans le sujet, tout à fait dans le sujet, et surtout en nous permettant de comprendre que, et je reprendrai vos propos, en permettant de comprendre que le logisticien est donc indispensable à vos actions, et que sans logisticien, vous faites peser un poids sur les équipes appelantes, enfin sur les intervenants qui vous appellent ou sur les équipes intervenantes, un poids qui se libère, enfin qui se résout avec des personnes compétentes en logistique. Eric Zipper, côté CMS, on va parler de ça en premier, on parlera peut-être du spéléo secours ensuite. Vous intervenez à l'étranger essentiellement.
Est-ce que vous aussi, vous voyez, puis vous allez nous décrire un petit peu justement vos types d'actions, est-ce que vous aussi, vous voyez une nécessité impérieuse d'envoyer sur le terrain des logisticiens pour appuyer vos activités? Alors, oui, le Corps mondial de secours, donc on a une activité de secours post-catastrophe, on fait du Urban Search and Rescue. De la logistique, on en a tout le temps, toute l'année, en dehors des missions. Bien sûr, le point d'orgue, c'est les départs en mission. Pourquoi? Parce que on est, alors, juste pour présenter, mais je vais être très rapide, on est une petite ONG, on est environ 150 personnes, on existe depuis 42 ans, on est tous bénévoles, et par contre on a un très très gros stock de matériel qui est géré au cours de l'année par des logisticiens. La difficulté qu'on a, c'est qu'on a du matériel qui se gère de manière très différente, puisqu'on a aussi bien du matériel qui est géré, enfin qui répond aux normes pays, donc qui va être tout ce qui est équipement de protection individuelle, des cordes, des casques, des baudriers, des choses comme ça. On va avoir du matériel mécanique, des groupes électrogènes, des pompes, des crics hydrauliques, enfin qui nécessitent aussi un autre entretien. Et puis on va avoir aussi tout ce qui va être médical, paramédical, les tentes, la potabilisation d'eau. Enfin, voilà, des choses qui demandent qu'on s'en occupe constamment tout au long de l'année pour être capable de les projeter et qu'elles soient en état de fonctionner quand on part. Le deuxième rôle des logisticiens chez nous, c'est effectivement, en cas de nécessité de partir, mais aussi pour des stages, puisqu'on ne fait jamais nos stages au même endroit, de préparer le matériel, de préparer le colisage, la palettisation en fonction des vecteurs qu'on va utiliser pour se rendre à l'étranger, et d'envoyer le matériel dont on a besoin. C'est-à-dire qu'on n'enverra pas le même matériel pour du post-typhon que pour du post-tremblement de terre ou qu'un tsunami. Donc voilà, on a un certain nombre de logiciels et de supports informatiques qui nous permettent de faire des premiers tris en fonction du nombre de personnes qu'on envoie et du type de catastrophe à laquelle on répond. Et après, c'est quand même aussi en fonction du chef de mission et des logisticiens qui partent qu'il y a un dernier tri qui est fait. L'importance de la logistique, je redirais un petit peu comme vous aussi, c'est qu'on a un principe de base, c'est que quand on part à l'étranger, on part avec une autonomie totale en eau, en nourriture, en matériel, en couchage, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'on intervient dans des pays qui sont dévastés par une catastrophe naturelle. Il faut que quand nous on arrive dans ce pays-là, on pèse le moins lourd possible au niveau impact sur ce pays-là. Donc pour nous, la difficulté de la logistique aussi, c'est qu'on a un dernier point qui rentre en ligne de compte. C'est que même si on sait qui part, pour quel type de catastrophe, il faut encore qu'on sache à quel endroit on va partir dans le pays où on va. Un des exemples, par exemple, c'est qu'on est parti après le typhon Haiyan. Beaucoup de gens sont partis sur Tacloban. Nous, on est parti sur des archipels qui étaient au nord de Cebu, qui était très difficile d'accès. On a compris que pour y aller, les seuls bateaux qui pouvaient nous transporter, c'était des espèces de pirogues. Donc on a aussi conditionné notre matériel pour qu'il soit transportable facilement dans des bateaux qui soient de petite taille et qu'on puisse porter. Et la dernière différence, c'est que notre matériel doit être porté à dos d'homme tout le temps. Enfin, on travaille avec des camions et tout, mais on a toujours les derniers kilomètres qui doivent se faire plus ou moins à pied. Et le conditionnement du matériel aussi est quelque chose qui est très important pour qu'il soit... on ne peut pas prendre un tire-pale avec une palette, donc le reste ça se fait en cantine et en caisse, et il faut faire des conditionnements qui soient intelligents, donc c'est aussi tout le boulot de la logistique d'anticiper ça. Merci. PUI, vous avez des missions qui sont sensiblement les mêmes que le CMS. Je veux bien que vous les présentiez un petit peu également, et puis que vous nous présentiez le rôle du logisticien. Alors est-ce qu'il est exactement le même qu'au CMS ? Ou est-ce qu'on est sur des choses un petit peu différentes? Et puis si oui, dans quelle proportion? Oui, bonjour. Il y a une petite différence. Bon, je vous ai expliqué. Tout d'abord, je voudrais vous présenter PUI, donc Pompiers d'urgence internationale. C'est une ONG de 140 personnes à peu près, qui est composée de moitié de pompiers, de pompiers professionnels et moitié de pompiers volontaires. Tous sont bénévoles, bien sûr, et nous avons une équipe médicale qui est composée d'une trentaine de personnes. Nous avons une équipe cynophile aussi qui est composée de maîtres chiens et de 12 chiens. Nous avons un ingénieur structure, enfin voilà l'équipe PUI qui existe depuis cette ONG depuis 2004. Et qui a déjà fait pas mal de missions à l'extérieur, que je pourrais vous expliquer plus tard.
Pour ce qui est du rôle de la logistique, d'abord c'est un travail, disons, je dirais quasiment quotidien, parce que, comme mon voisin, nous avons donc du matériel qui est très varié, qui est du matériel qui peut être du simple cri de levage, je dirais, mécanique au cri hydraulique, en passant par des matériels pour tronçonner du béton, et puis j'en passe, je dirais, donc aussi des matériels médicaux. Tout ça nécessite une attention, je dirais, quasiment quotidienne. Donc voilà un petit peu. Alors, en quoi consiste le rôle des logisticiens? Déjà, à PUI, nous sommes une petite équipe de 5-6 personnes. Bon, notre matériel, si on le prend en volume, c'est environ 5 tonnes de matériel. Et en mètres cubes, c'est environ 28 mètres cubes. Ce qui fait, c'est comme on peut se déplacer, je dirais, c'est tout déplaçable manuellement. Hein. J'ai envie, ce sont des petites caisses les plus lourdes. Bon, il y en a certaines qui font une 60aine de kilos, mais toutes font environ entre 25 et 30 kilos. Donc ces caisses sont prêtes à partir. Elles sont répertoriées dans un local. Bon, j'ai fait passer un diaporama, mais peut-être vous ne l'avez pas reçu, mais ce n'est pas très grave. Donc ce sont des caisses elles sont répertoriées. Elles sont répertoriées dans un local. On sait par exemple que si on a un camion. Dans tel camion, on paye telle caisse et organisée de telle façon, de façon à ce que lorsqu'on arrive... ensuite, ça c'est au niveau, ça dépend où on va. Hein, si c'est une opération terrestre ou si c'est comme nous faisons très souvent des manœuvres, on sait très bien ce que l'on doit mettre en place en premier, la tente PC, ensuite la tente médicale, ensuite donc tout ça est organisé, on fait pour perdre le moins de temps possible. Ensuite, au niveau logistique, on doit s'occuper de tout ce qui est le transport de matières dangereuses. Ça, c'est un gros travail parce que le moindre groupe électrogène qui part dans un avion, c'est une matière dangereuse. Donc, c'est très important de mettre ça, de tenir ça à jour parce que aussi, j'ai envie de dire, les règlements évoluent. Et le IATA en question pour les transports aériens est une bible assez conséquente qui est parfois difficile à analyser. C'est aussi le cas en ce moment, nous avons à transporter une ambulance sur Djibouti, par voie maritime cette fois, et c'est la même chose. Dans cette ambulance, on a mis des détecteurs de fumée. C'est pour une ambulance que nous avons donnée à IOM, et donc, qui va à Djibouti. Et donc, dedans, on a mis des instincteurs, parce que c'est pour un camp de réfugiés à Djibouti, où ils ont eu des incendies déjà, et donc on leur a mis des instincteurs plus des détecteurs de fumée. Et nous voilà encore tombés dans les matières dangereuses. Alors on est en train de se débrouiller pour essayer d'envoyer tout ça en bonne et due forme. Voilà donc aussi un rôle de logisticien. Nous avons aussi à PUI une unité de potabilisation. C'est une unité que nous transportons aussi, alors bien sûr par avion cargo. Et cette unité de potabilisation, on a déjà utilisé ça à Haïti, aux Philippines, en Bosnie aussi, après les inondations en Bosnie, où nous sommes intervenus. Donc voilà aussi quelque chose dont nous avons à vérifier que tout est en ordre de marche à tout moment, y compris aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'on a eu une alerte, un séisme dans la journée. Et donc les gens de PUI sont en préalerte pour ce séisme en Taïwan. Merci beaucoup. J'ai quelques questions à vous poser, puis je pense que ça fera peut-être réagir la salle. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez les uns et les autres en définitive la même mission. Je mets de côté, M. Bourrier, la partie pharmaceutique pour me concentrer. Pour me concentrer sur la partie intervention, alors qu'elle soit en France ou à l'étranger. Vous avez les uns et les autres mis en lumière le rôle important du logisticien, tant dans la phase de préparation
de déploiement, mais aussi de suivi, alors peut-être pas quotidien, mais régulier de vos interventions. Et vous avez indiqué, alors vous, Monsieur Bourrier, disposez d'ingénieurs logisticiens, vous, messieurs, disposez de bénévoles logisticiens. C'est compliqué de trouver un logisticien ou de trouver des logisticiens, alors professionnels en ce qui vous concerne, Monsieur Bourrier, et puis pour vous deux, bénévoles, parce que pour certains, c'est un métier. C'est pas forcément le métier, un métier qui est reconnu ou qui est connu par tout le monde. Et notamment, moi, je me pose une question, mais je vous laisserai la parole, Monsieur Bourrier. Nous vous invitons à rejoindre le stand C5-D6 de Secouriste Magazine pour la séance de dédicace du livre Les acteurs d'urgence face aux pratiques culturelles et religieuses d'Isabelle Lévy et Loïc Cadieux. Merci. N'y allez pas, restez ici. Je vais vous laisser la parole dans un premier temps sur le côté professionnel. Est-ce qu'on trouve aujourd'hui en France des professionnels facilement ou assez facilement? Et pour vous deux, est-ce qu'on trouve des bénévoles logisticiens? Parce que est-ce que des gens qui ont une compétence technique de logistique ont envie de refaire de la logistique en étant bénévole? Monsieur Bourrier, dans un premier temps. Alors je vais repréciser, nous pour l'établissement pharmaceutique, ce sont des ingénieurs logisticiens donc, qui sont payés par les Prus. Donc c'est des agents de l'État, quoi, pour aller vite, qui sont sur des contrats publics. Donc ça, c'est vraiment pour l'établissement pharmaceutique. Simplement un petit point, parce que j'entendais des caractéristiques sur les matières dangereuses. On bute tous sur des sujets. Nous, par exemple, sur le pharmaceutique, il faut que vous sachiez que, par exemple, la chaîne du froid, c'est pas un petit sujet. C'est-à-dire que même sur le territoire en métropole, dans certaines situations, c'est extrêmement difficile de respecter la réglementation. Donc il faut souvent trouver des solutions logistiques innovantes. Et alors quand en plus on va à l'extérieur, c'est compliqué. Donc là, c'est là où on a vraiment des logisticiens professionnels. Pour les réservistes, pour la réserve sanitaire, on n'a pas de professionnels de la logistique dans la réserve sanitaire, j'allais dire dans la structure de l'EPRUS. Par contre, on a des réservistes qui ont des compétences en logistique. Les réservistes de l'EPRUS, ce sont des volontaires, mais ce ne sont pas des bénévoles. Alors je vais vous préciser. En fait, il y a deux types de réservistes. Il y a des réservistes qui sont salariés d'un établissement de santé le plus souvent, ou en tout cas qui sont salariés d'une structure, et 9 fois sur 10, c'est un établissement de santé. On ne les rémunère pas quand ils sont partis en mission, mais par contre, on rembourse l'établissement de santé. Donc ça veut dire qu'il y a un coût effectivement de la mission, c'est-à-dire qu'on rembourse l'établissement de santé. Quand les gens sont libéraux, retraités, étudiants, sans emploi, etc., on les rémunère sur un barème qui est fixé par le conseil d'administration, donc il y a tout un tas de règles. Donc ils sont rémunérés. Par contre, ils sont volontaires. On ne voit jamais des gens. Dans ce groupe de réservistes, il y a une cinquantaine de logisticiens qui sont des logisticiens, en fait, qui sont des personnes qui ont acquis des compétences logistiques, le plus souvent dans les établissements de santé. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'occupent dans les établissements de santé d'aspects logistiques. Et on apporte, nous, une formation ad hoc par l'établissement. Donc en fait, nos logisticiens pour les réservistes, pour les missions, ce sont des personnes qu'on mobilise. Ils sont partie intégrante de la mission comme d'autres, comment dirais-je, comme d'autres acteurs de la mission, médecins, infirmières. Donc c'est particulier par rapport et au statut et au fonctionnement des deux métiers de l'EPRUS. C'est pas... Et ces gens-là, on les trouve assez facilement parce que j'échange assez régulièrement avec Clara Debord, oui, qui est chef de la réserve, qui m'explique que trouver des infirmiers, c'est facile, trouver des médecins, c'est relativement aisé, des aides-soignants, toutes ces professions médicales ou paramédicales, c'est assez simple. En plus, vous avez une coloration sanitaire qui est évidente au niveau de l'EPRUS. Même facilité pour le logisticien ou... Alors d'abord, on a un groupe de réservistes logisticiens assez actifs qui a un nom, là aussi un nom de marque, et beaucoup sur les réseaux sociaux, qui nous aide beaucoup. Donc en fait, non, c'est plutôt plus difficile que de trouver des médecins urgentistes, ça c'est sûr. Mais on trouve quand même. Il y a beaucoup de gens dans les... D'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai remarqué, parce que je sais qu'il y a une directrice d'hôpital au moins, c'est que souvent dans l'hôpital, c'est pas forcément des métiers très valorisés. Et en fait, dans la réserve sanitaire, on essaie justement de les valoriser parce que c'est des métiers qui nous semblent, nous, tout à fait indispensables
aux missions. Je pense que c'est aussi indispensable à l'hôpital. Mais en tout cas, il y a un phénomène de valorisation. Donc en fait, on trouve, c'est pour ça qu'on a à peu près une cinquantaine de réservistes logisticiens. Mais on trouve, bah, si vous voulez, de toute façon, c'est tout à l'heure, j'entendais que vous aviez aussi des systèmes de tri, des systèmes d'information pour savoir qui part en mission. Le défi de ces réserves, c'est que vous n'avez jamais... C'est-à-dire qu'on vous dit, vous croyez avoir 2500 réservistes et toutes les compétences, puis à un moment donné, on vous dit, mais on veut un technicien de laboratoire qui connaît bien la biologie moléculaire, etc. Alors vous regardez dans la base de données, puis en fait, vous dites, là, il n'y en a pas beaucoup, ils sont peut-être occupés ce jour-là. Donc c'est un vrai challenge de trouver les compétences dont on a besoin tout le temps, pour chaque mission, avec la disponibilité qui va derrière. Donc c'est pas toujours aussi facile que ce qu'on croit, hein, parce qu'effectivement, en plus, les Prusses, et quand même dans le secteur sanitaire, on est souvent sur des demandes très particulières. On va nous demander des gynops, des gynéco-obstétriciens. Donc on n'en a pas non plus 1000 dans la réserve, hein. Donc c'est un peu la difficulté de répondre à la demande. Bon, alors on a deux secours, et ça peut être valable aussi pour des logisticiens, j'allais dire, venant du milieu de la santé ou des établissements de santé. C'est qu'on a maintenant des processus pour rendre réservistes très vite. C'est-à-dire qu'on peut verser dans la réserve des gens dont on a absolument besoin avec l'accord de l'employeur, etc. Mais on a simplifié un certain nombre de processus administratifs. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. C'est qu'on peut trouver aussi de façon ad hoc des compétences et ils deviennent réservistes à cette occasion-là. Et la deuxième chose, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait à peu près 2500 réservistes, toutes professions confondues, avec un dossier à jour qu'on peut activer quand on veut. Mais il y a plusieurs milliers d'autres qui sont, j'allais dire, dans le second cercle, avec un dossier où il manque des pièces, mais dont on a les contacts, qui ont été un jour réservistes. Donc il y a une réserve de la réserve, quoi. Monsieur Zipper. Oui, alors je pense que trouver des logisticiens, c'est difficile aussi. Enfin, bénévolement, c'est difficile. Alors après, on a des choses aussi qui jouent en notre faveur. C'est qu'on a aussi des gens qui veulent rejoindre notre ONG, mais qui ne veulent pas forcément partir à l'étranger, qui ne veulent pas forcément être sur des catastrophes. Donc c'est aussi un moyen pour des gens qui sont débrouillards, bricoleurs, qui ont des métiers qui ont un rapport avec la logistique, de s'investir dans l'ONG. Puis après, on a la chance d'avoir une bonne équipe aussi de logisticiens qui y sont depuis un moment et qui connaissent très bien le matériel, qui l'entretiennent, qui savent trouver du nouveau matériel, qui suivent aussi l'évolution et qui le remplacent peu à peu pour que le matériel reste en bon état et d'actualité. Et puis après, quand on est en mission, les gens qu'on forme dans nos équipes, on les forme aussi à savoir utiliser le matériel, à l'entretenir, et on ne part pas forcément avec une personne qui fera que de la logistique en mission. Tout comme on ne peut pas se permettre d'avoir quelqu'un qui soit que infirmier sur la mission ou que stino. Forcément, il faut qu'il puisse aussi faire autre chose. Donc on a cette polyvalence aussi dans les équipes quand on part. Par contre, c'est vrai qu'en France, il faut qu'on ait des gens qui soient en plus pas loin de l'endroit où on stocke notre matériel, puisque notre matériel est stocké sur un aéroport là, à Villaroche. Et c'est toutes les semaines qu'il y a besoin de s'en occuper. Donc on ne peut pas avoir des gens qui habitent à Marseille et qui montent toutes les semaines. Donc il y a cette difficulté aussi géographique, hein. Ça veut dire que pour le CMS, alors j'entends qu'il y a deux choses en logistique. Il y a des logisticiens, enfin des gens qui s'investissent à 100% dans cette fonction de logisticien, qui sont plutôt dédiés à une activité française, proche du stock, de maintien en conditions opérationnelles, de veille technologique, ce genre de choses. Et puis des gens qui acquièrent ou à qui on fait acquérir des compétences logistiques et qui, une fois sur le terrain, enlèvent la casquette d'infirmier. Alors je prends ce métier-là, j'aurais pu en prendre un autre. Enlèvent la casquette d'infirmier, font une mission logistique d'1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 jours, et puis reprennent la casquette infirmier. Vous n'avez pas de logisticien, vous le disiez, mais il n'y a pas forcément de logisticien dédié sur une mission. Alors si on peut, on essaie d'avoir une personne qui soit le plus dédiée possible à la logistique. Mais l'idée, c'est aussi que les personnes soient interchangeables et que le courant puisse se faire tout seul durant la mission. Pour des raisons aussi, c'est ce qu'on explique tout le temps, c'est que si on part à 20 sur une mission, on ne peut pas avoir une personne qui ait que 4 heures de travail à faire par jour et qui le reste du temps, finalement, ne ferait rien. Donc voilà, donc il y a cette formation-là. Par contre, c'est vrai qu'en France, on a besoin quand même de beaucoup de monde pour tenir à jour tout ce matériel. Alors après, je voulais aussi faire une parenthèse sur le matériel médical, qui est un souci pour toutes les associations, alors que ce soit pour le Spélo Secours ou que ce soit pour le Corps mondial de secours.
on ne peut pas détenir des médicaments sur un aéroport, dans un hangar. Donc nous, par exemple, on a trouvé la solution de travailler avec Tulip, qui est une association qui fournit des caisses de médicaments qui sont préparées en fonction, enfin de matériel médical et de médicaments qui sont préparés en fonction de la date de votre départ. Si vous êtes très près de la catastrophe, vous n'aurez pas la même chose que si vous partez un peu plus tard. Et au niveau du spéloscope, on a aussi un gros problème de gestion de médicaments et notamment surtout de tout ce qui était antalgique un peu fort et ce genre de choses, et qui donc à ce moment-là sont gérés par convention avec le SMUR de notre région, qui nous l'amène sur site quand on en a besoin. Juste pour rappeler un petit peu ce qu'est le spéléosecours, vous vous occupez de faire du sauvetage en milieu souterrain et de la médicalisation en milieu souterrain, c'est bien ça? Oui, alors juste le Spélo-Secours français, c'est une commission spécialisée de la Fédération française de spélo, qui est la seule fédération à assurer elle-même ses propres secours. Et par convention avec le ministère de l'Intérieur, on assure tous les secours souterrains en milieu naturel ou artificiel, en France principalement. Et effectivement, bon, il y a 2500 sauveteurs, et dans ces 2500 sauveteurs, il y a une grosse partie qui est de la technique, parce que sous terre, c'est surtout ce qu'il va nous falloir, du pompage, des plongeurs, des artificiers, enfin voilà. Et puis on a aussi un pôle médical, mais qui demande d'avoir une double casquette aussi cette fois-là, c'est qu'il faut être spélo pour arriver à accéder à la victime, et deux, être médecin et ou infirmier. Très bien. Côté PUI, même organisation, même manière de travailler que le CMS, avec des logisticiens in situ en France, ou des choses un peu différentes? Racontez-nous. Ben écoutez, en ce qui concerne PUI, nous n'avons pas de logisticiens professionnels, bien entendu. Les logisticiens, ce sont des personnes, comme on a dit, débrouillardes, connaissant un peu la mécanique et, je dirais, des MacGyver, pour simplifier, de façon à pouvoir maintenir le matériel en état et toujours à disposition de nos équipes qui partent à l'extérieur. Le logisticien ne part pas en tant que logisticien à l'extérieur. Lorsqu'il y a des missions, il part dans le cadre de la mission, bien sûr, et il aura son petit mot à dire comme logisticien, mais il sera surtout appelé soit à donner des coups de main dans le milieu médical, soit à intervenir sur les déblaiements et autres. Pour ce qui est de PUI, nous sommes 5 personnes. Alors il faut des gens disponibles, il faut des gens débrouillards pour la logistique. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Je vais enchaîner, non, je vais vous laisser la parole. Vous avez parlé les uns et les autres de difficultés, on va venir peut-être un peu plus dans le dur du sujet, à savoir le transport. Vous avez tous besoin de transporter votre matériel alors qu'il soit stocké... alors je sais que votre matériel est stocké à côté de Limoges, qu'il soit stocké dans un aéroport, que les Prusses aient des stocks ici ou là. Vous avez besoin de le transporter. Il semblerait, quand on a préparé cette conférence ensemble, que le transport du matériel soit un vrai sujet logistique. Il n'y a pas uniquement le fait d'avoir un matériel fonctionnel. Il y a aussi comment fait-on pour l'amener là où on en a besoin. Comment vous résolvez ce problème de transport? Est-ce que ça vous occupe dans votre activité logistique? Je prends que l'activité logistique la plupart du temps. Est-ce que c'est un gros nœud? Ou est-ce que les années aidant, puisque 10 ans d'expérience, une quarantaine d'expérience, alors un petit peu moins pour les Prusses, mais une dizaine d'années quand même, est-ce qu'à chaque nouveau déploiement, c'est de plus en plus simple en définitive? Non, le transport du matériel, c'est la partie la plus difficile dans les missions. D'abord, il faut savoir sélectionner ce qu'il faut par rapport au départ sur la mission. Mais ensuite, une fois qu'on a réussi, parce que par exemple, UI, on utilise des avions de ligne, c'est-à-dire que nos équipes, elles partent sur des avions de ligne, avec ce qui est imposé au niveau des bagages. Donc en soute, on peut mettre, je ne sais plus combien, c'est 25 kilos, je crois, et puis chacun d'entre nous a droit à 12 ou 13 kilos. Donc on essaie de bricoler, de prendre le moins de possible sur nous en cabine pour avoir le plus de matériel en soute. Enfin voilà, par exemple. Puis ça, alors tout à l'heure, je vais parler des matières dangereuses, mais ensuite, il y a le phénomène, c'est lorsque vous êtes arrivé sur place, vous arrivez dans un endroit détruit. Donc le problème, c'est à ce moment-là de se transporter sur les lieux de la catastrophe.
Et là commencent les grandes difficultés, parce que là vous tombez soit, faut vous débrouiller. J'ai envie de dire, c'est vraiment le chef de mission. Quand je vois par exemple, il y a eu une expérience sur Haïti où le chef de mission, la première chose, ça a été d'aller de Saint-Domingue à Haïti, et ça pour ça il a réussi à louer un 4x4. En mettant ces petites caisses de PUI dedans, et puis pour rentrer sur Haïti, ça a été la seule solution. Autrement dit, c'est le système D, j'ai envie de dire. Ou alors parfois on est aidé par l'armée, quand l'armée veut nous donner un coup de main, l'armée locale. Ou alors parfois on est grandement aidé par l'armée américaine, qui a souvent des moyens, elle toujours, qui déploie des moyens énormes. Et comme nous sommes une association, enfin une ONG reconnue par l'ONU, donc on a quelques entrées sur ce côté-là, c'est-à-dire qu'ils nous connaissent, ils savent qu'il y a PUI, que PUI est reconnu par l'ONU et qu'il a une qualification. Donc voilà, mais le problème du transport du matériel, c'est un vrai problème pour, je pense, toutes les ONG. Ça se résout au cas par cas, ou il y a une recette magique? Ça se résout au cas par cas. Parce que le Népal, c'est pas les Philippines. Les Philippines, c'est pas Haïti. Et Haïti, c'est pas la Bosnie. Donc vous voyez, c'est au cas par cas. C'est exactement comme le matériel pour le logisticien. Quand une équipe part, d'abord, il faut qu'il y ait une relation avec le chef de mission, et on lui demande ce qu'il a besoin, puisque lui sait encore mieux que nous à quoi il peut s'attendre. Et donc, à partir de là, il faut faire la caisse qui va bien, il faut penser à leur nourriture, parce que s'il faut être autonome, même ne serait-ce que normalement, c'est 10 jours d'autonomie. Mais on ne part jamais avec 10 jours d'autonomie, mais enfin au moins 3-4 jours d'autonomie. Et ça, c'est difficile, parce qu'après, il va falloir que sur place, ils se débrouillent pour trouver à manger. Et la chose qui est la plus difficile, et qui paraît comme ça complètement anodine et ridicule, ce sont les chiens. Lorsqu'on amène des chiens en mission, on a des difficultés pour leur donner, pour les nourrir, quoi. Parce que les chiens, ils boivent énormément, par exemple. Et quand vous arrivez dans un truc complètement détruit, eh ben il n'y a pas d'eau potable, obligatoirement. Donc le chien, c'est ça. Il faut les arrêter toutes les 40 minutes. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils se fatiguent très vite. Et c'est un vrai problème. Il y a, par exemple, à Haïti, la nourriture des chiens passait avant la nourriture des hussards. C'est-à-dire des gars qui bossent, quoi. Il fallait nourrir le chien avant de se nourrir soi, quoi. Pendant les premiers temps, bien entendu. Voilà une expérience, j'ai envie de dire, où la logistique y participe en amont, mais voilà. Côté CMS, vous avez une recette magique? Non, on n'a pas de recette magique. Alors, où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, maintenant, pour tout ce qui est déplacement sur le territoire, l'organisation des stages et tout, c'est assez facile. Nous, on a déjà un véhicule. Après, il suffit d'en louer et ça, c'est super facile. Après, pour acheminer jusqu'à l'aéroport, après, quand on arrive dans le pays, on anticipe au maximum avant de partir. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver des équipes sur place qui nous attendent et qui aient déjà trouvé des véhicules et des moyens de transport. Mais après, bien sûr, on s'adapte en fonction de chaque pays. Il n'y a pas 2 pays où on utilise les mêmes moyens de transport. Et même dans un même pays, sur la durée d'une mission, pour reprendre la mission Ryan, on aura tout utilisé, du bus au camion, en passant par le ferryboat, la pirogue, le petit 4x4. Voilà. Donc, après, nous, on s'appuie essentiellement sur les gens qu'on arrive à trouver localement pour trouver des moyens de transport. On travaille souvent on arrive à rentrer en contact avec une association avant, ça peut être l'armée parfois aussi, mais le plus souvent c'est surtout des locaux qui nous prêtent. Aux Philippines, on avait par exemple un des 2 bus touristiques qui servait normalement, que le gouverneur nous avait mis à disposition. Mais voilà, mais n'empêche, c'était pas un bus qui était très grand, mais il permettait de transporter déjà tout le personnel. C'était déjà une chose. Après, nous, au niveau de la nourriture, c'est un problème aussi pour nous. Alors on a bien sûr pour les chiens, on a tous les mêmes soucis. Nous on est autonome en eau et en nourriture quand on part. Donc une fois qu'on arrive sur place, c'est déjà un problème qu'on n'a pas à gérer. On n'a pas ce problème de recherche de nourriture. Alors l'inconvénient, c'est qu'on emmène un peu plus de matériel dès le début. L'avantage, c'est qu'après c'est une des choses en logistique qu'on a plus à traiter. Vous avez éludé assez majestueusement la question du transport aérien. C'est-à-dire que vous étiez en France, vous aviez des véhicules, on arrive à l'aéroport et pouf, vous arrivez directement dans le pays.
Oui, parce que alors, le transport aérien, sauf sur la mission du Népal, nous pose rarement de problème. On utilise des vols réguliers, exactement pareil. Donc en principe, on prend une compagnie locale, enfin, on s'en rapproche le plus possible et après on utilise souvent une compagnie locale. Alors après, le problème, c'est le prix du fret qui est le facteur limitant. En sachant que le prix du fret, en plus, elle a toujours la mauvaise idée d'augmenter pour le retour, puisque c'est la dure loi du marché, mais qu'on subit quand même de plein fouet sur nos missions à l'international. Voilà, donc là-dessus, on n'a pas le choix, quoi. C'est la case par laquelle on est forcé de passer. Monsieur Bourrier, vous êtes une OG. Oui, ça peut être un peu plus facile C'est plus pour facile. certaines choses. Non, de toute façon, la plupart du temps, nous, on utilise les vols commerciaux. Donc ça, c'est avec les mêmes difficultés. Alors après, quand on intervient à l'international, c'est sur un mandat du ministère des Affaires étrangères. Donc ça ouvre des portes, y compris dans les problèmes de fret des compagnies françaises. Deux, ça permet localement d'avoir des relais. C'est-à-dire que quand on envoie nos équipes sont sous la responsabilité du poste diplomatique local. Donc ça veut dire qu'en termes de transport, etc., c'est le poste diplomatique local qui est chargé de trouver la façon de transporter nos équipes, parce qu'ils sont placés sous l'autorité de l'ambassadeur du présent. Voilà. Après, c'est de la collaboration aussi interministérielle. C'est-à-dire que si on nous dit qu'il faut aller quelque part, tout le monde sait que les Prusses n'ont pas d'avion, on se retourne vers les ministères qui peuvent avoir des vecteurs aériens, donc, ou qui peuvent affréter les avions, ce que fait très souvent le MAE. C'est-à-dire que le ministère des Affaires étrangères n'a pas ou peu d'avions en propre, mais peut affréter les avions. C'est ce qui s'est passé pour le Népal, puisqu'il y avait une difficulté d'accès à Katmandou en termes de rotation d'avions, etc. Et en fait, il y a eu des avions qui ont été affrétés parce qu'il n'y avait plus moyen d'y accéder par les vols commerciaux. Mais bon, même, je veux dire, ce que je vous dis là, c'est qu'on trouve toujours une solution. La question, c'est en combien de temps. Enfin, c'est plutôt ça. Et même parfois, l'État peut être en difficulté. Quand il y a eu le tremblement de terre en Népal, l'ambassade de New Delhi a voulu envoyer une équipe à Katmandou très vite. Et en fait, très très vite, ils n'ont pas pu accéder à Katmandou ni par voie aérienne ni par voie terrestre. Donc l'équipe de Katmandou, le poste diplomatique à l'époque, quand il y a eu le tremblement de terre, c'était 3 personnes. Donc il fallait vite renforcer le poste, y compris par des équipes de l'EPRUS sur le volet sanitaire. Et en fait, c'était assez compliqué pendant 48-112 heures. Donc c'est pas la taille de l'organisation en définitive qui enlève les difficultés. Non, ça dépend des situations, ça dépend beaucoup aussi des autorités locales. Il y a des autorités locales qui sont facilitantes, il y en a d'autres un peu moins. Donc vous intervenez quand même dans un endroit qui a sa propre autorité et qui peut juger que vos priorités ne sont pas les leurs. On a parlé des gens qui faisaient la logistique, on a parlé du transport de ce dont vous aviez besoin, et notamment des équipes et du matériel. Je voudrais qu'on s'arrête un petit peu à ce que vous transportez. Les uns et les autres, vous disposez... alors, on va voir de quoi vous disposez d'ailleurs. Est-ce que vous en disposez en propre ou pas? De médicaments, je vais faire 2 grandes familles de produits, on va dire. Les médicaments d'une part, enfin le matériel médical d'une part, et puis le matériel non médical. On va s'arrêter peut-être un petit peu sur le matériel médical. Comment est géré le matériel médical? Est-ce que vous en êtes propriétaire? Alors vous avez, Monsieur Zipper, un petit peu effleuré le sujet en parlant de Tulip ou en parlant du partenariat avec le CH de Colmar, avec le SAMU de Colmar, pardon. Comment vous gérez au niveau de l'EPRUS sur la partie... prenons un exemple, prenons Zika par exemple, où on en avait parlé dans la présentation. J'ai trouvé que c'était assez concret. Comment on prépare une opération comme l'intervention de l'EPRUS sur Zika? Est-ce qu'on achète tout le matériel? Est-ce qu'on l'a en stock quelque part? Alors ça dépend de quoi on parle. Pour les médicaments, en gros, il y a trois choses. D'une part, l'EPRUS a des stocks en propre. Donc chaque année, il y a un budget d'acquisition. C'est le ministère de la Santé et parfois d'autres ministères, parce que souvent ça peut être un travail interministériel, qui décide d'acheter tel et tel vaccin, antidote, produit de santé. Donc ça, il y a des stocks en propre qu'on gère, donc on peut puiser dans ces stocks.
La deuxième chose, c'est qu'on a des stocks virtuels. Ça veut dire qu'il y a tout un travail de l'établissement pharmaceutique de l'EPRUS qui consiste à avoir des contrats de réservation avec des fabricants des laboratoires pharmaceutiques. Ces contrats de réservation, c'est soit des contrats sur les stocks que les laboratoires ont eux-mêmes, soit en fait c'est pratiquement des réservations de capacité de production. Par exemple, pour Zika, dans Zika, il y a dans quelques cas, c'est une maladie assez bénigne, mais si vous n'êtes pas enceinte, et deuxièmement, dans quelques cas, ça peut donner une maladie neurologique un peu grave et vous allez en réanimation. Il y a un traitement possible pour éviter d'aller en réanimation. C'est un traitement qui est coûteux, pas très fréquent, etc. On a négocié, par exemple, des contrats de réservation de production si on en avait besoin. Donc on a fait des estimations du nombre de malades qu'on pourrait avoir sur la zone. Et donc on a des contrats avec les sociétés. Puis la troisième chose, c'est qu'on peut aussi acheter, comme n'importe quel établissement pharmaceutique, au coup par coup, ce qui nous manque. Mais c'est sûr que dans certaines situations, alors je ne parle pas de catastrophes naturelles, mais dans certaines situations, vous comprenez que tout le monde va vouloir avoir le même produit au même moment. Donc là, c'est très important d'avoir anticipé. Ça veut dire que si vous y prenez le dernier, vous risquez de ne pas avoir de médicaments, le médicament qu'il vous faut. Et à chaque fois que vous avez une crise sanitaire, et puis il y a beau avoir des organisations multilatérales type OMS, Union européenne, etc., il y a quand même une course de vitesse. Enfin, je veux dire, pour Ebola, il y a eu une course de vitesse sur les médicaments et sur les équipements de protection. Sur Zika, sur un médicament particulier, vous avez une course de vitesse. On a acquis en urgence des respirateurs parce que effectivement il y a un sujet éventuellement de dépassement des capacités de réanimation locale. Donc par exemple l'EPRUS a acquis la semaine dernière des respirateurs, mais ça vous ne pouvez pas le faire au coup par coup. Alors je ne sais pas comment travaillent les ONG, enfin je sais un peu, mais vous ne pouvez pas le faire au coup par coup. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez négocié ça parfois depuis plusieurs années. C'est-à-dire que il faut avoir des contrats et des partenariats avec les fabricants, soit de matériel, soit de médicaments, pour... bon, et puis parfois, vous arrivez dans une impasse, hein, je veux dire... bon, on s'en est pas trop mal sorti jusqu'ici, mais puis parfois, vous achetez beaucoup, et puis vous n'utilisez pas. Oui. Donc, c'est un vrai sujet à la fois... Alors, si vous voulez, dans ce cadre-là, tout à l'heure, j'ai fait un peu d'actualité. Dans ce cadre-là, la future agence de santé publique, pour nous, c'est très important, puisque l'Institut de veille sanitaire peut nous amener à la fois des éléments d'anticipation, par exemple de calcul de nombre de malades qui pourraient se trouver en réanimation en mars-avril 2016. Donc on travaille avec eux sur des simulations, des choses comme ça. Et puis nous amène aussi beaucoup sur l'anticipation, sur la détection de phénomènes, en disant attention, à tel endroit, il y a la fièvre de Lassa ou de je ne sais quoi. Avant, on pouvait avoir des relations, mais dans la mesure où on sera dans la même agence, ce sera quand même beaucoup plus facile, en ayant la détection d'un signal, notamment infectieux, de pouvoir de notre côté anticiper des besoins de médicaments, de vaccins, etc. Et puis de temps en temps, vous n'avez rien, donc ça veut dire qu'il faut déclencher un truc qui s'appelle la recherche. Et ça, vous ne savez jamais quand est-ce que ça... donc des fois, ça trouve vite, et puis des fois, ça ne trouve pas, et puis des fois, ça trouve tard. Donc, mais c'est vrai aussi que ça peut être un sujet, c'est un peu comme la R&D sur le plan industriel ou de matériel. Sur le médicament, il y a aussi, à un moment donné, il faut comment dirais-je, détourner les équipes de recherche en disant, vous arrêtez de faire ça, mais il faut nous trouver quelque chose sur ce sujet-là, parce qu'on va avoir un gros problème. Donc, pour vous dire que c'est un peu... voilà. Mais ça peut être aussi, effectivement, l'acquisition. Très souvent, le ministère des Affaires étrangères nous demande ponctuellement des cantines, des malles ad hoc pour un problème précis qui arrive dans un pays précis, et c'est l'EPRUS qui fait. Côté Spélo Secours, tiens, on va peut-être parler un petit peu de ce partenariat avec le SAMU. Vous n'avez pas de médicaments, c'est ça ? Alors non, on n'en a pas, parce que l'important en fait pour nous c'est... Alors déjà au niveau du Spélo Secours, on a deux particularités. C'est qu'on n'intervient pas en premier au niveau médical. Déjà la première difficulté c'est de le rejoindre, de mettre en place des moyens de communication.
Donc déjà, ça laisse le temps que le matériel arrive. Et en plus, on n'a pas la capacité légalement de gérer ce type de médicaments en direct, même si on a un local sécurisé et tout. Voilà, c'est juste pas possible. Donc le partenariat était obligatoire. Alors, Chers visiteurs, nous vous invitons à rejoindre le stand C5-D6. Non, on reste ici. Efficace autour du livre, le guide des acteurs d'urgence face aux pratiques culturelles et religieuses. Merci. voilà, donc en fait, ce qu'on s'aperçoit pour tout le matériel qu'on utilise sous terre, c'est qu'on doit développer tout le matériel de secourisme. Par exemple, on n'utilise pas de matelas coquille sous terre, c'est pas possible. La civière qu'on a, c'est une civière qu'on a développée, inventée. Vous parliez de R&D, mais dans le domaine souterrain, par exemple, c'est que du R&D. Il n'y a rien. On ne peut pas aller chez Decathlon acheter le matériel qui va bien pour refaire du secours, ça n'existe pas. Donc ça, il a fallu l'inventer. Les médicaments, par contre, on ne les réinvente pas. Ces médicaments qui existent sont les mêmes. Et ceux-là, donc, effectivement, le plus simple pour nous, c'était qu'ils soient stockés. Et d'autant plus qu'ils soient stockés suivant le type de médicament dont on préconise l'utilisation sous terre. Donc nos infirmiers sont protocolés, on sait qu'ils ont le droit d'utiliser un certain nombre de médicaments. Et c'est ces médicaments qui en priorité sont stockés dans ces sacs. Et l'autre avantage, c'est qu'on ne gère pas la péremption des médicaments. Donc c'est aussi pour le spélosecours qui finalement vit aussi de peu de subventions. C'est aussi une manière de ne pas avoir à payer des médicaments qui finalement seraient périmés au bout d'un moment, il faudrait les racheter. Donc là, ils sont sortis avant la date de péremption, remplacés par des médicaments neufs et ça, on ne le gère pas du tout. Ça, c'est une recette magique, ça. Ouais, c'est quelque chose qui marche très bien, oui. Christian Gauthier, comment ça se passe côté PUI avec le matériel médical et en particulier les médicaments, mais pas que? Oui. En ce qui concerne la partie médicale de PUI, si vous voulez, c'est quand même quelque chose qui se cantonne au secours. C'est-à-dire que lorsqu'on part en mission, maximum c'est 10 personnes. Hein. Et en principe, on reste pas plus de 10 jours sur un site. Et au bout de 10 jours, il y a une autre équipe qui vient prendre la relève. Alors là, je voulais rajouter pour le transport. Le transport, c'est tellement difficile qu'il nous est arrivé de partir avec une ONG belge, par exemple, Bifast, qui elle, a son propre avion. Enfin, son propre avion, c'est un avion gouvernemental, j'ai envie de dire. Bon, et c'est vrai qu'on utilise aussi MAE pour transporter une potabilisation donc en Philippines, c'est avec un avion MAE, mais c'est toujours un peu avec un décalage, c'est jamais au départ de la mission. Alors pour en revenir aux médicaments, ces médicaments, donc on a un petit stock de médicaments qui nous est d'ailleurs donné par les services hospitaliers de la ville de Limoges. Et comme on dispose de pharmaciens à PUI, de temps en temps, on essaie de vérifier que les péremptions de médicaments. Pour ce qui est des médicaments, je dirais sécurisés, il n'y en a pas. Ce sont les médecins qui ont leur propre sac de médicaments. Par une mission, il y a toujours un médecin, il y a des infirmiers aussi, mais il y a un médecin et ce médecin a son propre sac de médecin avec ses médicaments à lui. Hein, voilà comment on fonctionne à PUI. Pour faire fonctionner tout ça, papier, stylo. On prend un grand cahier et puis on écrit. J'ai un générateur, j'ai un. Comment on fonctionne? Ouais, de la gestion du matériel. On est sur des. Vous avez des. Alors, je vais parler plutôt justement aux deux organisations, aux deux associations, parce que j'imagine qu'il y a évidemment une rationalisation informatique qui est faite au niveau de l'EPRUS, alors peut-être mutualisée avec d'autres structures de l'État, mais comment on fonctionne quand on est une. Je vais utiliser ce terme, petite ONG, alors ça ne veut pas dire, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, mais petite avec pas forcément énormément de temps, pas forcément énormément de moyens, on développe des logiciels spécifiques, on utilise papier-crayon, on utilise des fichiers Excel. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Mais en fait, on fonctionne, quelle que soit notre taille, on est forcé de fonctionner comme une grande ONG. Hein. On est soumis aux mêmes textes réglementaires. On ne veut pas que nos sauveteurs se blessent parce qu'un matériel ne fonctionne pas. Donc, notre matériel est testé, entretenu, suivi sur des fiches pays quand ils ont besoin d'être suivis sur des fiches. Exactement comme si on était une plus grosse ONG. La seule différence qu'il y a, c'est que où il faut un logiciel dédié pour gérer des tonnes de médicaments différents ou des tonnes de matériel différents. Nous, un fichier Excel tenu à jour correctement et capable de faire du tri nous suffit largement pour déterminer ce qu'on va devoir emmener, faire une liste de colisage, un volume, un poids, enfin voilà.
Donc, vous parliez de ce côté MacGyver de la logistique, mais elle va jusque dans la gestion de la logistique. C'est-à-dire qu'on peut très bien gérer de manière très pro une logistique d'une ONG de petite taille en étant tout aussi efficace que ce qui peut se faire dans d'autres ONG. Enfin, nous, pour rien au monde, on enverrait des gens à l'autre bout de la Terre avec du matériel dont on n'est pas sûr, qui n'a pas été vérifié régulièrement et qui n'est pas aux normes, c'est évident. Côté PUI, même système de gestion? Je disais côté PUI, même système de gestion, à savoir fichier Excel ou progiciel dédié? Absolument, c'est tout à fait ça. Nous avons donc un inventaire, tout est inventorié, absolument tout, du sac infirmier au sac médecin, en passant par la caisse et la potabilisation, qui est le truc le plus gros de PUI, j'ai envie de dire. Le matériel le plus important. Donc on a pour ça un fichier Excel tout bêtement où chaque caisse est inventoriée, son poids, son volume, ce qu'elle contient. Il y a donc un classeur inventaire et dans chaque caisse, il y a une fiche inventoriée. Elle est composée de telle et telle chose. Voilà, c'est uniquement fait avec un fichier Excel, mais on peut très bien s'en sortir comme ça, quoi. Avec une mise à jour, dès qu'il y a un changement, bon, c'est pas une mise à jour permanente, mais enfin, dès qu'on sait qu'on achète ça, qu'on va mettre dans telle caisse, on change, mais c'est très facile. Avec Excel, ça se passe très bien. Ça semble simple, la logistique. C'est une vue de l'esprit? Non, la logistique, c'est compliqué. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a la partie, en plus, il y a la partie humaine dans la logistique qui rentre. Une personne qui va partir en mission, c'est pas la même elles sont pas les mêmes. Hein. Il y a le chef de mission, une mission à Haïti avec quelqu'un, ce sera pas la même mission qu'à Taïwan ou ailleurs. Donc il y a ça aussi à la logistique, il faut en tenir compte. Les gens sont contents quand ils prennent une caisse et qu'ils trouvent tout ce qu'ils veulent dans la caisse, quoi. Je veux dire, ils cherchent pas. C'est-à-dire qu'ils savent que là, ils vont avoir tout ce qu'il leur faut, quoi. Alors comme on fait énormément d'exercices, à PUI, on fait beaucoup d'exercices donc sur le territoire français, alors parfois même à l'étranger, avec d'autres ONG d'étrangers. Donc les gens ont l'habitude et ils nous disent voilà, dans cette caisse, il manque ça. Donc la logistique à le rapprovisionner, etc. Non, c'est pas très simple. Et puis c'est très subjectif. Je veux dire, vous avez quelqu'un qui va vouloir des pointes, et il y en a un autre qui voudra un vis. Il y en a un qui voudra une visseuse, l'autre, je ne sais pas quoi. Donc, ce qui fait que là aussi, il faut tenir compte de ça, hein, la logistique, parce que sinon, c'est pas un local qu'il va falloir, c'est un immense hangar. Eric Zipper, c'est pas simple non plus? Je vous ai vu réagir tous les trois, hein, lever les yeux au ciel, sourire. C'est pas simple. Nous, on a effectivement de la chance d'avoir une petite équipe de logisticiens passionnés qui passent beaucoup de temps et qui bichonnent le matériel et qui l'entretiennent très bien. Mais c'est vrai qu'il y a aussi à gérer toutes les pièces de rechange, le vieillissement du matériel. Il y a aussi une enveloppe budgétaire à laquelle, en tant qu'ONG, l'avantage c'est l'indépendance et l'inconvénient c'est l'indépendance. Hein, donc on vit que de dons, donc on fait aussi attention à ce matériel. On ne peut pas se permettre d'avoir plein de matériels différents et puis des tas de choses en avance. Donc c'est toujours un compromis entre l'efficacité, la sécurité sur laquelle on ne discute pas, et puis le coût que ça peut représenter. Alors néanmoins, sur le matériel, nous on a un fonctionnement qui est un tout petit peu différent. C'est qu'on prépare aussi nos caisses en fonction. Alors on a des caisses effectivement toutes prêtes. C'est sûr que c'est des unités qui fonctionnent bien ensemble, mais il y a aussi des caisses qu'on prépare en fonction de l'endroit où on va. On s'est aperçu très souvent qu'on avait par exemple des caisses où on avait du matériel qu'on avait besoin de séparer ensuite quand on était sur place. Donc voilà, on a changé un peu ça. Et puis au niveau du matériel, on n'a pas non plus trop de problèmes parce qu'on a une cohérence, une adéquation parfaite entre nos référentiels et le matériel qu'on a. C'est-à-dire que si nos référentiels nous disent qu'on utilise tel matériel, on ne trouvera que ce matériel au niveau du stock. Et si on change quelque chose dans nos référentiels, à ce moment-là, ça va avoir un impact aussi sur le matériel qu'on utilisera. Donc ça permet aussi de ne pas trop se diversifier et d'avoir un matériel que tout le monde sait utiliser et sur lequel tout le monde a été formé. Monsieur Bourrier, ça n'avait pas l'air simple non plus. Hein. Non, enfin, au niveau donc, de l'EPRUS, il y a des systèmes d'information, hein, ça représente un gros poste d'investissement parce que, d'une part, sur les stocks de l'État, vous comprendrez qu'il y a
un gros souci de sécurité. Donc c'est un système d'information qui non seulement est performant, mais doit pas être facile à s'introduire, à casser. Bon, donc il y a relativement peu de personnes d'ailleurs qui ont l'autorisation de l'utiliser. Donc ça, c'est sur les stocks, j'allais dire, les plus sensibles. Après, on a des logiciels de gestion. On a un entrepôt qui est plus haut que ça et plus grand que ce hall-là, avec des ordinateurs portables pour placer à quel endroit on met tel et tel produit. Donc là aussi, sans informatique, c'est très difficile. Et puis on a une base de données, alors un logiciel qui a été développé ad hoc pour effectivement la réserve sanitaire, parce que ça c'est très important d'avoir des systèmes de base de données à jour qui relancent les gens automatiquement sur un certain nombre de sujets, mais qui contiennent aussi, qui servent à faire, on peut envoyer 5 000, 10 000 SMS, 5 000 mails, avec des systèmes de retour très très vite, parce que dès que vous avez un volant de réserviste, vous ne pouvez plus le faire avec le tableur Excel, quoi. Enfin, donc effectivement, c'est un coût relativement important. Par contre, le service rendu est quand même... c'est un investissement que vous regrettez en général pas. Je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir ce souci de base de données de volontaires ou de réservistes. Mais pour nous, ça a été, dans les 2-3 dernières années, un pas très important en termes d'investissement. Et maintenant, on a c'est un logiciel, effectivement, qui a été développé que pour ça. Hein, mais bon, avec des processus qui, sans doute, se ressemblent à d'autres comment dirais-je, d'autres organisations. Très bien. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle avant qu'on fasse une petite conclusion? Parfait. Eh bien, dites donc. J'ai une dernière question à chacun d'entre vous qui va nous permettre peut-être d'ouvrir un petit peu le sujet. Je vous trouve très optimiste, je vais être sincère. Je vous trouve très optimiste parce que on sent bien que la logistique est comment dire, pas un point noir, mais un nœud. Et comme dans n'importe quel nœud, on peut le dénouer, mais ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Pour autant, on a l'impression à vous écouter que toutes ces difficultés font partie de l'existant actuel, qu'on s'en accommode en déployant de l'énergie, des compétences, alors que ce soit des compétences humaines, des compétences informatiques, des compétences organisationnelles et autres. Mais qu'est-ce qu'on devrait améliorer? C'est quoi l'avenir pour vous, idéalement, si on rêvait un petit peu? Ce serait quoi la logistique idéale pour chacun d'entre vous dans vos domaines respectifs? Je ne vais pas passer tout de suite la réponse à le micro à M. Gauthier parce que je le vois réfléchir. J'ai l'impression que M. Bourrier réfléchit également, alors ça va être M. Zipper qui va prendre. Non, mais en rêvant un peu, vraiment, qu'est-ce qu'il faudrait pour vos activités? Non, nous, pour nos activités, pour la logistique de nos rêves, c'est qu'une question de moyens. C'est tout. Mais enfin, je veux dire, après, je pense que ce que vous soulignez pour la logistique, c'est pas forcément le plus difficile non plus parmi tous les problèmes qu'on a à gérer au niveau d'une ONG. Des problèmes de formation, de recrutement, de maintien des équipes, de renouvellement des équipes. C'est aussi une vraie problématique. La recherche de fonds est aussi une vraie problématique. Après, le matériel, moi je dirais que la logistique est étroitement liée à l'équipe qui la fait vivre. C'est-à-dire que tant qu'on a une équipe qui est efficace et qui s'y donne volontiers en se faisant plaisir, les problèmes de logistique n'existent pas. Après, bien sûr, on peut toujours rêver d'avoir plus d'argent, d'avoir des choses. Mais là, nous, franchement, on a traîné assez longtemps pour essayer de trouver le local idéal qui va bien. Là, on a vraiment un local qui est très fonctionnel, avec du rayonnage, avec un tire-pale, avec des palettes, enfin voilà, on peut travailler à l'abri du gel, dans des bonnes conditions. Enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a un atelier pour réparer, pour entretenir. Enfin, nous, on trouve qu'on a trouvé un fonctionnement qui est finalement pas loin d'idéal. Monsieur Gauthier ou Monsieur Bourrier? Rêvez, hein, allez-y. Faites-nous rêver. On peut pas, je ne sais pas si on peut rêver à la logistique. Mais par contre, l'idéal de la logistique, je pense que c'est... Enfin, en plus, pour une petite ONG comme nous qui intervenons donc, sur des opérations extérieures type tremblement de terre ou typhon, etc.,
si vous voulez, on a aussi comme mission des missions, je dirais, plus du type humanitaire, quoi. Donc, ce qui fait que, alors là, la logistique, si vous voulez, c'est le problème de local. Parce que souvent, on s'apparente à des entrepôts de lits médicalisés ou de choses énormes, quoi. Je veux dire, pas des médicaments, mais des produits médicaux, je dirais, type pour faire des perfusions ou des choses comme ça, quoi. Et donc, on en a des palettes entières. Et c'est vrai qu'en ce qui nous concerne, nous, petite ONG, on a deux locaux. Un à Limoges, donc, puisque c'est là qu'est le siège d'ailleurs le siège de l'ONG. Et puis un autre à La Souterraine, qui est une petite ville au nord de Limoges, dans le département de la Creuse, qui est quand même éloignée de 80 km. Alors, donc voilà, la logistique, c'est ça en fait, c'est qu'il faut aller d'un endroit à un autre. Et là, comme nos locaux sont, je vous dis pour des raisons qu'on stocke beaucoup de matériel de type lits médicaux, des matelas, etc., que l'on envoie à Djibouti ou à Madagascar. Donc, on a ce problème qui est important, c'est le problème de locaux en fait, et qui sont dispersés parce que comme on est une ONG, qu'on n'a pas de revenus, hein, nos revenus ce sont le mécénat, nous, hein, le mécénat, ce soit du mécénat d'entreprise ou alors que ce soit des subventions des collectivités locales, régionales et autres. Donc on ne peut pas se permettre, on a des locaux qui nous sont donnés, j'ai envie de dire, que l'on ne loue pas, c'est des locaux qu'on nous a donnés, qu'on nous a prêtés. Et actuellement, on est en train d'en avoir un troisième qui va se situer à Tours. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Bon, voilà, ça c'est un souhait logistique, c'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir avoir de plus grands espaces, peut-être un peu comme avec un atelier. On n'a pas ça, par exemple. On n'a pas d'atelier, on bricole comme on peut nous-mêmes. Voilà, c'est un souhait logistique, ça. Je pense qu'il n'y a pas que moi qui le fais. Monsieur Bourrier, votre rêve logistique? Il a avancé, alors ça tombe bien. Non, je pense que depuis quelques années, c'est vrai que au niveau de l'État ou des différents ministères, il y a des moyens. La difficulté, c'est de coordonner ces moyens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez avoir un ministère qui a un avion, mais qui n'aura pas l'équipe médicale. Vous allez avoir des tentes ou un hôpital de campagne, mais vous n'aurez pas le laboratoire. Donc l'idée, c'est d'essayer de faire travailler tous les ministères sur les sujets logistiques en même temps. Donc c'est une idée que moi j'ai portée longtemps et qui a abouti cette année, puisque vous savez, il y a une structure auprès du Premier ministre qui s'appelle le SGDSN, qui s'occupe de défense et de sécurité nationale. Et depuis cette année, il y a un groupe de logisticiens, alors c'est pour l'instant un groupe informel, mais il y a des logisticiens qui viennent de chaque ministère discuter des sujets de logistique. Et la première comment dirais-je, décision, et qui va être sans doute appliquée de ce groupe, c'est que quand il y a des cellules de crise, notamment la grande cellule interministérielle de crise, il y aura un logisticien dans la cellule de crise, parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse avoir un réseau de logisticiens parmi tous les ministères. C'est pour vous dire que c'est quand même un sujet plutôt qui monte. Qui avance. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ces dernières réflexions sur les rêves logistiques ont éveillé des questions? Non. Bien. Je vais me permettre de conclure. On avait un petit interactif de temps avec vous, Monsieur Bourrier, on y est. Je vais me permettre de conclure. Alors, moi, j'ai appris quelque chose, en fait. J'espère que la salle a appris également. Moi, ce que j'ai appris, c'est qu'en définitive, cette logistique complexe, compliquée, chronophage, comment dire, qui oblige à s'organiser, ben, en définitive, elle est qu'une partie presque négligeable, non pas négligeable dans le sens à ne pas considérer, mais que le cœur de la mission, le cœur de vos missions, ne s'arrête pas et n'est pas freiné justement par les aspects logistiques, et que vous êtes capables les uns et les autres, avec des structures très différentes, de déployer des solutions à vos différentes échelles et de vous adapter pour faire en sorte que ça fonctionne et que vous soyez capable d'être projeté sur les différents terrains sur lesquels vous travaillez. Je ne sais plus lequel de vous deux, je crois que c'est vous, Monsieur Gauthier, qui avez utilisé l'image de MacGyver, mais il semblerait que la logistique, ce soit encore un truc de MacGyver. Alors, pas forcément MacGyver dans son côté peut-être un peu rétrograde avec des bouts de ficelle, mais en tous les cas,
le propre de femmes et d'hommes qui sont capables de s'adapter et d'utiliser des outils, de les combiner entre eux pour surmonter les difficultés, mais toujours, alors on le disait un peu hier sur une autre conférence, au service du patient. Là, ce n'est pas des patients, c'est des victimes, mais pour permettre à celles et ceux qui ont un métier en propre de pouvoir mettre en place leurs compétences et puis faire en sorte que tout ça, ça bosse ensemble. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Très bien. Merci beaucoup. Secours Expo.